dormez plus, stressez moins, faites de l'activité physique. Mais en fait, tu t'attaques pas vraiment aux causes de la fatigue. Ça peut même être culpabilisant pour certains patients qui sont épuisés, parce qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois. Donc, dans ces cas-là, il faut rechercher les causes. Quelles sont les causes de la fatigue? Et ça peut être des causes diverses et variées. Alors, on élimine la maladie. On dit que là, on est dans le contexte où le patient, il a déjà consulté, il a de la fatigue, mais on sait que ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie grave. Donc, qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est des causes hormonales. Ça peut être une hypothyroïdie fruste, ça peut être un problème de cortisol, on va en reparler, ou ça peut être des carences micronutritionnelles. Et ça, les carences micronutritionnelles, c'est une cause ultra fréquente que moi, je vois en consultation par rapport à la fatigue. Et on le sait pourquoi on est carencé en micronutriments aujourd'hui, Fabrice. On le sait. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je te dis, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des études épidémiologiques qui montrent que, notamment Davis, 43 fruits et légumes de 1950 à 1999, où on voit qu'on a une diminution de la qualité nutritionnelle des aliments. Pourquoi? En lien avec l'environnement, l'agriculture intensive. Et si je prends l'exemple des tomates, par exemple, des tomates que tu vas élever en serre, c'est cool, je vais avoir des cultures qui vont sortir à la fin, une belle récolte. Mais en fin de compte, ta tomate, elle ne s'est pas défendue contre l'environnement, contre la pluie, contre le vent, la grêle, etc. Donc en fait, la tomate, comment elle produit ces polyphénols? En se défendant. Du coup, les fruits, les légumes ne se défendent plus, sont moins riches en polyphénols, et donc nous, en bout de chaîne, on les mange, et donc on a des carences en micronutriments. C'est l'été, on a envie d'en profiter et de pouvoir se reposer, recharger nos batteries pour commencer la rentrée formidablement. C'est le moment où on a envie de poser tous ces sacs de stress et d'angoisse. Et pourtant, se reposer, c'est pas si simple que ça. Si vous avez envie de passer de bonnes vacances et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit vraiment une occasion de vous reposer pour de bon, de retrouver ces habitudes qui vont vous permettre d'avoir un bon sommeil, d'être en forme, de vous reprendre en main, eh bien, écoutez cet épisode. J'invite le docteur Laurent Fogel, qui est un spécialiste de la micronutrition, qui a une vision très globale et vaste de la santé. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de très nombreux livres, dont mon tout dernier, Pour vivre aussi un bel été, nous sommes tous un peu chamans. Eh bien, c'est tout de suite sur Dialogue. Vous allez voir, c'est libérateur, simple, facile à mettre en application et ça va changer votre été. Bon été, je vous embrasse tous. Bonjour Laurent, bonjour docteur. J'avais très envie qu'on fasse cette vidéo ensemble parce que c'est l'été. Et là, on se dit, je vais pouvoir profiter, me reposer et beaucoup de gens vont pouvoir prendre des vacances. Et pourtant, ça ne suffit pas à se reposer. Et voilà, ma première question, c'est, en plus, beaucoup de gens attendent des vacances toute l'année, mais parfois, on revient et on est aussi fatigué qu'avant. Pourquoi? Bonjour Fabrice, déjà. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Eh bien, écoute, le problème des gens, c'est que quand ils sont en vacances, ils ont envie de profiter. Donc, ils ne cassent pas avec le quotidien. Ils continuent même presque, ils vont se coucher plus tard, ils vont manger un peu tard, ils vont consommer de l'alcool, ils vont avoir des rythmes un petit peu désorganisés comme ça. Et ça, c'est très mauvais pour l'horloge biologique. Donc, en fin de compte, si on a envie de se reposer, le repos, c'est quelque chose d'actif. C'est pas quelque chose de passif qui va se faire comme ça. L'organisme, il va se reposer tout seul. Il faut casser les facteurs du quotidien qui font qu'on est fatigué. Donc, il va falloir... L'organisme répond à des signaux, si tu veux. Donc, par exemple, l'alimentation, ça peut être aussi le rythme, la lumière. Et donc, en fait, tu nous dis quand même pas de nous priver de tout pendant nos vacances. Non, il ne faut pas se priver de tout. Simplement, on peut quand même faire la fête. On peut faire la fête. Mais il y a quelques principes de base qu'il faut comprendre pour réussir à se reposer. Le fait qu'on est fatigué, en fait, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Et tu écris que 9 patients sur 10 dans tes consultations se plaignent d'être fatigués. Et donc, ils ne vont pas régler ce problème de fatigue simplement en allant en vacances. Ouais.
Oui, tout à fait. En fait, faut pas confondre plaisir et récupération. C'est un peu ça le truc. Parce qu'au fond, on peut se dire que c'est normal qu'en vacances, ils aient envie tu vois, justement, de veiller plus tard, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de consommer de l'alcool, etc. Mais tout ça ne va pas permettre de se reposer. Moi, j'ai vraiment, dans ma consultation, je pose toujours la question, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui me voir? Et comme je disais tout à l'heure, enfin comme tu l'as introduit, 9 fois sur 10, on me dit, en un ou en deux, la fatigue. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, on vit en toile de fond avec la fatigue. Les gens savent même plus la prendre en charge parce qu'en fait, ça s'apprend de se reposer. C'est un art. Comment on peut savoir si on est vraiment fatigué? Quels sont les signes, disons, cliniques qu'on est fatigué, qu'il faut faire quelque chose Ouais, il y a 3 signes que je vois qui sont importants. Le premier, c'est les troubles de mémoire et de concentration. Le cerveau, il pédale et tu n'y arrives plus. Deuxièmement, un sommeil qui est non récupérateur. Donc, typiquement, tu as dormi 7 heures. Tu travailles le matin, tu es fatigué. Donc ça, c'est un des symptômes. Et un troisième signe qui est peut-être un peu plus ignoré, que je trouve intéressant, c'est l'immunité affaiblie. Le sommeil va avoir un rôle justement de booster ses cellules immunitaires quand on se repose. Et typiquement, c'est des gens qui vont faire des rhumes plus longs, des infections un peu à répétition, etc. Et donc, si on a les 3, faut se poser la question. Et la fatigue, c'est un signal, comme si tu as un signal qui s'allume sur ton tableau de bord. C'est-à-dire qu'il faut aller explorer. Donc là, c'est très important ce que tu dis. C'est pas juste je suis fatigué. La fatigue, c'est beaucoup plus profond. Et c'est ça. Il faudrait profiter de l'été, ce qu'on va après proposer un peu une approche. Il faut profiter de l'été pour explorer et remettre un peu des mécanismes en œuvre qu'on a perdus. Surtout si on a quelques-uns de ces critères. Et donc, je pense qu'on commence à comprendre pourquoi les conseils habituels, les approches courantes n'aident pas. Parce que ces conseils-là sont un peu trop partiels et si tu veux, ils vont prendre un facteur, un élément. Généralement, on va te dire, par exemple, dormez plus, stressez moins, faites de l'activité physique. Mais en fait, tu t'attaques pas vraiment aux causes de la fatigue. Ça peut même être culpabilisant pour certains patients qui sont épuisés, parce qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois. Donc, dans ces cas-là, il faut rechercher les causes. Quelles sont les causes de la fatigue? Et ça peut être des causes diverses et variées. Alors, on élimine la maladie. On dit que on est dans le contexte où le patient il a déjà consulté, il a de la fatigue, mais on sait que c'est pas un cancer, c'est pas une maladie grave. Donc, qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est des causes hormonales. Ça peut être une hypothyroïdie fruste, ça peut être un problème de cortisol, on va en reparler, ou ça peut être des carences micronutritionnelles. Et ça, les carences micronutritionnelles, c'est une cause ultra fréquente que moi je vois en consultation par rapport à la fatigue. Et on le sait pourquoi on est carencé en micronutriments aujourd'hui, Fabrice. On le sait. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je te dis, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des études épidémiologiques qui montrent que, notamment Davis, 43 fruits et légumes de 1950 à 1999, où on voit qu'on a une diminution de la qualité nutritionnelle des aliments. Très clairement, il le démontre. Mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres études épidémiologiques qui le montrent. Pourquoi? En lien avec l'environnement, l'agriculture intensive. Et si je prends l'exemple des tomates, par exemple, des tomates que tu vas élever en serre, c'est cool, je vais avoir des cultures qui vont sortir à la fin une belle récolte et je pourrais nourrir nourrir des bouches, si je puis dire. Mais en fin de compte, ta tomate, elle ne s'est pas défendue contre l'environnement, contre la pluie, contre le vent, la grêle, etc. Donc en fait, la tomate, comment elle produit ces polyphénols? En se défendant. Donc le fait je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai que du coup, les fruits, les légumes ne se défendent plus, sont moins riches en polyphénol, et donc nous, en bout de chaîne, on les mange, et donc on a des carences en micronutriments. Donc c'est pour ça, je dirais, que je t'ai invité, parce que je trouvais que c'était important d'avoir une approche un peu plus complète sur pourquoi on est fatigué, comment se reposer, et pas juste avoir des conseils un peu de bon sens. Est-ce que tu veux rapidement présenter ta spécialité et ce que tu proposes dans ton livre? Oui, alors en fait, j'entendais qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient un peu tout n'importe quoi sur la micronutrition. Et moi, j'ai voulu écrire ce bouquin pour livrer à mes patients des réponses à leurs questions, des réponses médicales et scientifiques, puisque le bouquin, il se repose sur quand même la bibliographie. Il y a toute une bibliographie à la fin du bouquin.
Et j'en avais un peu marre d'entendre tout n'importe quoi. Donc, voilà. Globalement, mon approche, elle repose sur la recherche des causes profondes des maladies, des mal-être. Alors, maladie et mal-être, parce que les maladies, on a dit qu'on les élimine, mais suppose le patient me consulte parce qu'il ne se sent pas bien, on va, je pense, y revenir un petit peu plus loin. Et donc, moi, je vais essayer de rechercher les causes par un interrogatoire, par des bilans, etc. Parce qu'en fait, tu travailles, comme tu dis dans ton livre, sur un peu un no man's land médical. C'est-à-dire, et la fatigue est un bon exemple. Je suis fatigué. C'est un bon exemple. Je n'ai pas une maladie. Ouais. Je peux aller voir la plupart des médecins. Ils m'ont dit non, mais là, on sait, vous n'avez pas une maladie. Ah oui, mais moi, je suis crevé. Et puis, tu as donné des signes. Je perds un peu la mémoire, je ne me sens pas reposé, je suis moins vigilant, j'attrape plus d'infections. Donc, ça, que tant de gens vivent, on n'en parle pas. On n'a pas de moyens. Et donc, toi, toute ta recherche depuis des années, que tu essayes de rendre accessible, montre. Mais si, en fait, on commence à avoir des études, des recherches qui permettent de comprendre qu'on peut améliorer notre quotidien. Oui, tout à fait. Alors, en fait, la médecine telle qu'elle nous est enseignée, c'est pour traiter des malades. Et c'est tout à fait juste, justifié. Important. Hein. C'est important, évidemment. Moi, je suis généraliste, urgentiste, je suis passé par là. Ce que j'aime bien avec cette approche micronutrition, c'est que finalement, on est un peu avant que les maladies arrivent. Du coup, moi, c'est rigolo parce que j'étais urgentiste. Je soignais des patients qui avaient déjà fait l'infarctus, l'AVC, etc. Et là, je me retrouve maintenant au début de la chaîne, justement, et je vois disons, les facteurs qui peuvent amener à ce type de maladie. Alors, ce no man's land médical, c'est quoi ? En fait, comme j'ai dit, les médecins, on est formés à traiter des malades. Donc, quand quelqu'un vient nous voir avec de la fatigue ou un mal de ventre, on va prendre ces exemples-là, première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire un examen clinique, un interrogatoire, évidemment, puis on va proposer des examens pour vérifier s'il n'y a pas une maladie. Si on trouve une maladie, évidemment, on va la traiter. Et puis, il y a des cas où on ne va pas trouver de maladie. D'accord ? Donc là, dans la tête du médecin, le patient sort du cercle de la maladie pour rentrer dans le cercle de la santé. Mais si tu imagines un petit smiley rouge pour le patient malade dans le cercle de la maladie, maintenant imagine un smiley vert au centre du cercle de la santé. Ça, c'est le patient qui va bien. Il a pas mal au ventre, il se sent bien. C'est la définition de l'OMS. L'OMS, elle dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est précis cette définition. Eh ben, le malade dont on parle, le patient dont on parle maintenant, il est le smiley orange. C'est-à-dire qu'il est dans le cercle de la santé, mais il n'est pas malade. Et lui, le médecin ne sait pas s'en occuper, entre guillemets, puisque comme il n'est pas dans le cercle de la maladie, il a fait ce qu'il avait à faire, entre guillemets, éliminer la maladie. Moi, quand j'étais urgentiste, j'ai éliminé l'urgence. Et maintenant, le patient, il va pas bien, il est là avec son maux de ventre, etc. Et il va un peu errer comme ça. Donc, quand il va voir son médecin, il lui donne des traitements symptomatiques, il va lui donner... Prenons l'exemple de la douleur abdominale, des antispasmodiques, des médicaments pour aller à la selle, tu vois, des laxatifs. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Et c'est là où intervient la micronutrition. Nous, on va essayer de prendre ce patient qui est dans le cercle de la santé, mais qui ne va pas bien, et de le ramener au centre du cercle de la santé pour lui redonner toutes ses capacités et qu'il soit heureux, qu'il ait une vie en pleine forme. Et donc, qu'il puisse se reposer, puisque c'est le thème de ce qu'on veut voir. Et tu dis, pour essayer de comprendre ce problème, disons, de la fatigue et de la difficulté de dormir, le fait, voilà, pourquoi on a du mal à dormir, voilà, c'est aussi très lié. Beaucoup de gens ont un mauvais sommeil, oui, c'est très lié. On se réveille au milieu de la nuit, ont du mal à s'endormir. Tu dis, il faut penser à l'inflammation systématique de bas grade. Systémique de bas grade. Systémique, oui, merci de me... Ouais. Qu'est-ce que c'est ? L'inflammation systémique de bas grade, c'est ce qu'on a... quand même très savant comme ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, le vieillissement inflammatoire. On entend beaucoup ce terme-là. C'est ce qui s'oppose un peu à l'inflammation aiguë. Nous, on connaît l'inflammation aiguë. Donc, qui correspond à la maladie. Voilà, rougeur, chaleur, douleur, température, fièvre. Donc, on a une maladie, on a une angine, on a une appendicite, on a une inflammation aiguë, une élévation des globules blancs dans le sang, etc. Une CRP qui explose, protéine de l'inflammation, pour ceux qui nous regardent, qui connaissent. Et l'inflammation systémique de bas grade, c'est une inflammation qu'on dit silencieuse. Moi, j'aime bien la comparer à une marmite sur le feu, tu vois, un feu doux, et puis tu laisses ta marmite et tu reviens 2 heures après, qu'est-ce qui se passe ? Ta marmite est là, débordée, c'est la maladie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'inflammation de bas grade,
va faire le lit des maladies chroniques qu'on appelle de civilisation, donc maladies auto-immunes, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives et les cancers également. Et cette inflammation de bas grade, elle a pour origine 3 causes identifiées majeures. La première, c'est l'intestin, avec ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, syndrome d'hyperperméabilité intestinale, puisqu'un intestin qui est perméable laisse passer un tas de molécules, de bactéries qui vont entrer au contact avec le système immunitaire. On connaît des maladies, par exemple le syndrome de Guillain-Barré, qui est en lien avec une bactérie intestinale. Il y en a d'autres. Et donc on peut imaginer effectivement que des interactions entre ces bactéries et notre système immunitaire va engendrer de l'inflammation, ce qu'on appelle le LPS, peu importe. La translocation bactérienne, bref, coupe. Pardon. Je reprends, désolé. Ce leaky gut va laisser passer donc des molécules, que ce soit des molécules alimentaires ou des bactéries, qui vont donc stimuler le système immunitaire et ça va engendrer de l'inflammation. La deuxième grande cause d'inflammation de bas grade, c'est le manque d'oméga 3. Puisque les oméga 3, donc c'est des acides gras qu'on trouve dans les petits poissons des mers froides, donc sardines, maquereaux, harengs, le saumon déjà un peu gros, les anchois aussi. Eh bien, ces oméga 3 sont des molécules qui vont être elles-mêmes des précurseurs de molécules qui vont gérer l'inflammation. On appelle ça les eicosanoïdes. Et les oméga 3 vont donner des molécules qui vont être moins pro-inflammatoires que les oméga 6, l'acide arachidonique. Et par conséquent, si on a un bon rapport oméga 3, oméga 6, on va être dans un environnement inflammatoire qui sera favorable. Si je prends un exemple, si on a beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, un rapport de 15:1, comme c'est actuellement à peu près le cas, eh bien, vous êtes en grande balance pro-inflammatoire. On a plus de médiateurs de l'inflammation qui sont élevés. Et si tu rencontres un virus, tu vas faire une grosse réaction, 42 fièvre, tu seras complètement grippé dans ton lit et tu seras authentiquement coincé. Tu me diras, je ne peux pas venir travailler, Laurent, je suis complètement courbaturé. Et ça sera vrai. Tu feras une réaction disproportionnée. Et si on mange des poissons, ça suffit en oméga 3 ? Pourquoi on est si profondément carencé ? Pourquoi, j'avais même invité sur mon podcast Guillaume Font, qui montre le rôle majeur de prendre des oméga 3 pour le cerveau. Pourquoi nous, occidentaux du 21e siècle, on est à ce point carencé en oméga 3 ? Et ça explique donc l'inflammation en bas de grade, et en partie aussi, ça peut expliquer aussi notre fatigue. Oui, parce qu'en fait, on ne mange plus assez de poissons gras, tout simplement. J'ai des patients qui me disent carrément, j'aime pas ça, j'en mange pas, zéro. Et ouais, mais je ne sais pas si tout le monde en mangeait il y a un siècle. Alors, en fait, il y a ça, il y a le fait qu'ils n'en mangent pas assez, mais il y a aussi le fait de la Western Diet. Donc, on a explosion des produits industriels, transformés, ultra-transformés. On mange beaucoup plus de viande qu'avant. Parce qu'avant, le chasseur-cueilleur, lui, il fallait qu'il attrape un mammouth. il attrapait de la viande une fois par semaine, peut-être, quand il arrivait à l'attraper. Et en quoi le fait de manger plus de viande et plus de nourriture transformée fait qu'on a moins d'oméga 3 ? Parce que tu n'en as pas dedans, tout simplement. Tu n'en as pas, c'est pas des sources, donc tu vas apporter plus d'oméga 6. C'est pour ça le rapport oméga 6, oméga 3. Voilà. Donc voilà, ça te met dans une ambiance inflammatoire. Maintenant, la dernière cause d'inflammation de bas grade, c'est l'excès de consommation d'aliments sucrés. Ça rejoint ta question juste d'avant, avec les aliments ultra transformés, qui vont apporter des édulcorants, des sucres, voilà, des produits transformés. Et tout cela va avoir comme impact d'augmenter à la longue l'insuline. Et quand ton insuline est augmentée de façon chronique, tu rentres dans une espèce de mode stockage, puisque l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules. Si bien qu'à un moment donné, tu passes un peu en surpoids, tu commences à prendre un peu de poids, et puis du coup, comme tu prends du poids, tu es encore plus résistant à l'insuline, donc tu fabriques encore plus d'insuline. Et là, tu vas se dessiner un cercle vicieux métabolique du surpoids et de l'obésité avec l'insuline. Et le truc qui est super vicieux, c'est que l'insuline entraîne également de l'inflammation. On vient de le dire. Donc le sucre via l'insuline entraîne l'inflammation. Et l'inflammation entraîne également une sécrétion inappropriée d'insuline. C'est des voies de signaux parallèles dans les cellules. Et là, tu vois qu'on a 2 cercles vicieux qui se dessinent l'un dans l'autre. Et tu vois ce que je dessine là ? C'est le chiffre 8 allongé, c'est l'infini. Ça tourne à l'infini, comme une boucle métabolique, et les gens ne savent plus perdre de poids. Et ça, c'est une des raisons pourquoi le poids, c'est si difficile à perdre, et que maintenant, on fait des piqûres d'analogue GLP-1 pour perdre plus rapidement, parce qu'on n'est pas assez patient. Bon, peut-être aussi, on ignore, donc c'est pas, on excuse les gens qui font ça, c'est juste par ignorance, mais on va leur donner des clés, nous, ici, aujourd'hui. Si on veut perdre du poids, avant de se faire des piqûres de GLP-1,
la meilleure chose à faire, c'est de traiter cette boucle métabolique. Donc en traitant quoi ? 1, l'intestin, il faut être en eubiose. 2, avoir des bons apports d'oméga 3. Et 3, essayer de diminuer ses consommations de sucre. C'est pas simple à faire. Mais c'est vraiment le préalable. Et moi, je dis toujours aux gens, avant d'aller sur des analogues du GLP-1, déjà, on règle ce problème-là de base. C'est un peu plus long, mais au moins, c'est sain et ça permet d'avoir une perte de poids pérenne dans le temps. Alors, le sommeil, essayer de dormir pour essayer de se reposer, c'est beaucoup plus aussi subtil que ce qu'on croit. C'est pas ne rien faire. On ne fait pas rien quand on dort. Et tu montres beaucoup dans ton livre, voilà, que les gens ont longtemps trop cru que dormir, c'est ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on dort ? Eh bien, quand on dort, il se passe beaucoup de choses, Fabrice. Par exemple, tu vas produire l'hormone de croissance quand tu dors. Même à mon âge. Même à ton âge. Ouf. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce qui fait que tu as les tissus qui sont bien tendus. Tu vois, on voit que tu es plein d'hormones de croissance. Tu sais pourquoi ? Parce que le manque d'hormones de croissance, ça donne l'air droopy, les tissus qui tombent. Ou encore un autre signe qui est rigolo, que les gens peuvent essayer de dépister, c'est le besoin, avec l'âge, de dormir plus longtemps. C'est un signe d'un manque d'hormones de croissance. L'hormone de croissance permet de se régénérer la nuit. Donc c'est important toute la vie. Alors on fabrique moins, évidemment, mais on la fabrique quand même. L'autre chose, c'est que le cortisol, il doit baisser. Si tu as un cortisol qui est élevé parce que tu es stressé, alors là, attention, je précise bien, on ne parle pas de maladie, donc là on est dans les normes de cortisol. Notre cortisol est dans les normes des laboratoires, hein, mais il est toujours un peu haut. Tu vois ? Donc dans ce cas-là, le cortisol, quand il est élevé, parce qu'on est stressé, il empêche la production de mélatonine. Et donc ça va azimuter ton sommeil. Tu ne vas pas être bien, tu vas rentrer dans un cercle vicieux néfaste avec des Parce que si on dort bien, ça nous aide à baisser le cortisol. C'est pas dans ce sens-là que je le dirais. Disons que le fait d'avoir un cortisol bas t'aide à mieux dormir. Parce que tu as une production de mélatonine qui va se faire. Et d'ailleurs, c'est hyper important d'avoir un bon sommeil avec de la mélatonine, un sommeil profond, parce que c'est pendant le sommeil profond que ton cerveau va mettre en place des systèmes de réparation, de nettoyage, notamment avec le système lymphatique. Il va nettoyer les déchets métaboliques accumulés dans la journée, notamment les plaques bêta-amyloïdes qui ont un rôle dans la genèse de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et c'est important d'avoir un sommeil profond, parce que c'est à ce moment-là que ça se fait. Donc le sommeil, c'est vraiment hyper important, parce que c'est le mode de réparation, de nettoyage de ton cerveau. Et ce qui explique que quand tu as mal dormi, tu te réveilles, tu as le cerveau embrumé, tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a cette intensité du cortisol qui m'empêche de dormir ? Tu as 3 choses que tu peux faire. Je pense qu'on va y revenir un peu plus loin en détail. Premièrement, c'est s'exposer à la lumière le matin. Dingue. Ouais. J'aurais jamais pensé. Donc, on va en reparler après. Mais donc, on part en vacances. Ouais. Eh bien, le matin, ne faites pas la grasse matinée, mais exposez-vous au soleil. Ouais. C'est très important. Très important. Deuxièmement, il y a, je dirais, les rythmes. S'imposer des rythmes. Parce que quand on a des rythmes, le cerveau, il sait à quel moment il doit produire son cortisol, à quel moment il doit produire la mélatonine. Et troisièmement, l'assiette. On va y revenir, je pense. Mais l'assiette, c'est hyper important et ça va jouer aussi sur le cortisol. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les patients qui viennent te voir et qui dorment mal ? Alors, qu'on pourrait faire, disons. Ouais, j'ai pas une erreur, j'en vois au moins 2. Très bien. À égalité. La première, c'est le téléphone. Les écrans dans le lit, alors ça c'est terrible, parce que d'abord, l'écran avec la lumière bleue va annihiler la production, enfin diminuer la production de mélatonine, donc du coup tu vas pas réussir à t'endormir parce que tu n'as plus de mélatonine, tu es dans la stimulation. Justement, tu scrolles, donc tu es dans le système dopaminergique, le système de la récompense, donc tu as envie t'arrives pas à t'arrêter, tu vois, tu es dans cette consommation de l'information. Et en plus, c'est tue l'amour. Tu as peut-être entendu parler de l'étude là, qui est sortie tout récemment sur les téléphones portables. Donc, quand il y a les smartphones qui arrivent dans un pays, tu as la diminution du taux de natalité. Pardon. Non. Ouais, c'est dingue ça. Les gens font moins l'amour. Ah, t'es trop occupé sur ton téléphone. Donc, posez vos téléphones, bon sang. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vois, c'est l'alimentation.
c'est catastrophique. Les gens, ils font le jeûne intermittent à l'envers. Ils se disent, je vais faire le jeûne intermittent. Alors ça tombe bien, comme j'ai pas faim le matin, je saute le repas du matin. Et comme ça, je vais pouvoir manger bien le midi et encore mieux le soir. Comme ça, j'ai le repas social. Et là, c'est catastrophique parce que tu fais un repas le soir, gros repas le soir, tu augmentes ta température avant d'aller dormir, ton cerveau il est en mode veille et tu n'arrives plus à dormir correctement. Alors, sans aller jusqu'à cet extrême-là, il y a des gens qui, effectivement, le matin, ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas manger, etc. Le midi, ils vont peut-être manger un sandwich ou quoi. Et le soir, ils font le gros repas. Et le problème de ce repas, surtout s'il est riche en glucides, qu'est-ce qui se passe ? Glucides égale réaction de l'organisme, tu fabriques de l'insuline, jusque-là c'est normal. Et le problème de cette insuline, c'est qu'elle te fait une petite hypoglycémie réactionnelle. Et typiquement, c'est le réveil vers 3-4 heures du matin où tu produis l'insuline, tu as l'hypoglycémie, donc ton organisme, pour se défendre contre l'hypoglycémie, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à produire un peu de cortisol, un peu d'adrénaline, pouf, ça remonte ta glycémie, mais du coup, toi, tu ouvres les yeux avec, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est le réveil nocturne. Alors moi, je donne une astuce pour éviter ce réveil nocturne. C'est, déjà, on a compris, faire un repas un peu plus léger le soir, c'est mieux. Mais de mettre des glucides complexes, par exemple des lentilles, des pois chiches, des pommes de terre, patates douces, voilà, glucides complexes, pas trop cuits, pour justement limiter l'index glycémique. C'est le sucre rapide qui va provoquer ce pic de glycémie et d'insuline. Donc sucre complexe, et y ajouter un peu de protéines légères, des œufs, protéines végétales, un peu de viande blanche, un peu de poisson blanc, du poisson gras. Voilà, quelque chose de léger. Pas la grosse viande rouge tu vas mettre du temps à la digérer. Alors comment on fait si c'est l'été, qu'on a envie de faire la fête et tout ? Quels conseils tu donnes ? On a le droit de faire la fête. Ok, c'est normal, on est en été, on a envie de profiter, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Mais par exemple, au lieu de faire le dîner à 22h avec les copains, faites-le un peu plus tôt, faites-le vers 19h, 20h. Au lieu de boire le verre de vin rouge tard le soir, après minuit, essayez de le boire au repas, c'est mieux. Tu vas avoir un moins gros impact du sucre. Et puis essayer de rentrer dans le raisonnable. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se priver. C'est pas parce qu'une soirée, tu fais une fois une soirée, tu rentres un peu tard, que ça va annihiler les efforts de 3 semaines où tu as essayé de t'organiser, de faire les choses comme il fallait. 3 semaines d'efforts. Mais ça vaudrait peut-être la peine, avec tous les problèmes dont nous souffrons de plus en plus, de profiter un peu des vacances pour essayer de prendre de bonnes habitudes. Oui, il y a un truc que j'aimerais quand même donner à nos auditeurs, c'est la règle des 80-20. 80% du temps, tu fais bien, 20% tu te permets quand même des choses. Et voilà, donc on peut se permettre les choses. C'est pas parce qu'une fois, on fait un truc, mais ça va pas désorganiser tout le rythme. Le problème, c'est la répétition. C'est quand on se couche à n'importe quelle heure, tout le temps, qu'on désorganise notre rythme et que le cerveau, il sait plus où il habite. Parce qu'un autre conseil que tu donnes, si on veut réussir à bien dormir pour se reposer, c'est de dormir à heure fixe. Oui. Alors là, même hors des vacances, et de ne pas trop changer nos horaires pendant, par exemple, le week-end. Ouais, c'est important ça. Effectivement, essayer de se coucher à heure fixe le soir, mais encore plus important, c'est se réveiller à heure fixe. Parce que du coup, le cerveau, il se recale, il sait qu'à tel moment, il doit produire le cortisol, et c'est là où tu as l'éveil, quoi, en fait. Hein. Donc, ce qui est fascinant dans ton livre, c'est que tu montres, il n'y a pas une réponse. En général, les gens disent, j'ai du mal à dormir, je suis un peu insomniaque. Il y a une réponse, et moi, c'est ça que j'ai trouvé très impressionnant dans ton livre, qui sort beaucoup d'idées reçues, de beaucoup de choses qu'on voit dans la plupart des médias. Tu montres, non, il y a plein de cas différents, de types différents. Alors on comprend, là tu as déjà commencé à expliquer plein de possibilités, mais il y a vraiment plusieurs profils et donc plusieurs traitements, même si là il y a des bases un peu, ce que tu as dit, sur les horaires, la nourriture, les écrans, mais après, il faut rentrer dans le détail. Ouais. Et dans ton livre, tu donnes plein de pistes pour entrer dans le détail. Je donne pas mal d'astuces, ouais. En fait, déjà, comme tu l'as dit, il n'y a pas un traitement de l'insomnie, parce que l'insomnie, en plus, c'est pas vraiment un diagnostic. Il faut savoir quel est le problème. Est-ce que c'est un problème d'endormissement ? Est-ce que c'est un problème de réveil nocturne ? Est-ce que c'est un problème qu'on n'arrive pas à déconnecter, qu'on a l'impression de dormir éveillé, tu vois ? Donc, en fonction
du problème qu'on va identifier, on va apporter une solution différente. Et tout ça, je le parle dans le bouquin. Par exemple, tu dis que si c'est un excès de cortisol le soir qui bloque la mélatonine, tu conseilles par exemple de prendre des plantes comme le griffonia en tisane. Oui, alors en fait, typiquement, quand tu as un cortisol qui est haut le soir, tu vas essayer de trouver des plantes adaptogènes qui vont permettre de casser un peu cette courbe du cortisol en fin de journée, liée au stress chronique. Hein. Et donc effectivement, tu peux prendre des plantes comme l'ashwagandha par exemple, ou le maca, qui sont des plantes adaptogènes qui permettent de diminuer le cortisol. Mais tu as aussi la rhodiole, effectivement, comme le 5-HTP, qui est un précurseur de la sérotonine. Donc ça, c'est l'hormone du calme et de la relaxation, qui est amené des fois aussi à manquer en fin de journée. Donc un bon signe pour savoir si on est carencé en sérotonine, c'est l'envie de sucre en fin de journée. Parce que quand vous mangez quelque chose d'un peu sucré le soir, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une entrée du tryptophane, qui est un acide aminé dans le cerveau. Ce tryptophane provient des protéines que vous avez mangées le matin puis déjeuner. Et donc ce tryptophane va se transformer dans le cerveau en sérotonine par différentes voies métaboliques. Et ça va avoir cette sensation de calme et de sérénité. Tandis que si on se réveille au milieu de la nuit, c'est peut-être pas les mêmes compléments qu'il faut prendre. Non, alors tu vas pouvoir peut-être un peu quand même prendre des plantes adaptogènes quand même, mais là on va penser souvent au GABA. Qu'est-ce que c'est le GABA ? Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur, c'est celui qui est le plus abondant dans le cerveau. Et quand on est carencé en GABA, par exemple, tu vas avoir des signes comme de l'anxiété, besoin de prendre une cigarette ou un verre d'alcool pour te détendre, tu vois, ce genre de choses. Et les gens qui sont très carencés en GABA, c'est les femmes qui ont un syndrome prémenstruel ou qui sont ménopausées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en manque de progestérone. Et la progestérone stimule la production de GABA dans le cerveau. Donc, voilà, c'est adapté. Et si, par exemple, j'ai des crampes qui m'empêchent de dormir... Là, tu vas penser au magnésium. Voilà. Donc, c'est ça que montre ton livre. Ça aide vraiment à mieux repérer quel est mon problème. Et je peux dire j'ai testé et je peux en témoigner. Et là, du coup, on arrive mieux à trouver un point d'appui, une aide pour mieux dormir. Si je fais la fête, parce que c'est l'été, tous les soirs je me couche tard, à quel moment je commence à payer le prix biologique de ces décalages répétés ? C'est justement la répétition et l'irrégularité qui fait que tu vas payer, en fait. Donc, c'est ce que j'ai déjà un petit peu répondu avant, je pense, à cette question, c'est qu'en fait, il faut s'imposer des rythmes. Et même si tu fais la fête un peu tard, il faut essayer de se lever à heure fixe le matin. Et de se lever, d'aller à la lumière, voilà, même faire une petite balade matinale, c'est excellent, parce que du coup, tu vas faire un peu d'activité physique, t'es à la lumière, t'es au grand air, et ça, c'est vachement important. Oui, on n'y pense pas du tout, que notre corps se règle à ce point à la lumière. On a un peu oublié. Ouais, la lumière, elle règle l'horloge biologique. C'est dingue. Elle permet de te recalibrer. Ouais. Alors, reprenons sur le cortisol. Donc, on a dit que ce qui dérègle le cortisol, c'est le stress. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est un peu vague. Enfin, le mot stress, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de sens. Je trouve que c'est très flou. Mais c'est pas seulement le stress qui dérégule le cortisol. Tu insistes dans ton livre sur le rôle de l'alimentation et du cortisol, ce qui est peu connu, en tout cas du grand public. Ouais, alors tout à fait. Alors l'alimentation, surtout quand on mange sucré, hein, les sucres rapides, j'en ai touché un mot, c'est que les sucres rapides provoquent une élévation rapide de la glycémie. Du coup, ça provoque une hypoglycémie réactionnelle avec l'insuline qui est sécrétée un peu plus tard. Et par conséquent, la production de cortisol 2-3 heures après pour compenser l'hypoglycémie. C'est une adaptation de l'organisme, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est la répétition. Et notamment quand on fait le repas du soir sucré. Parce qu'il y en a qui font chrononutrition, donc très bien, ils mangent protéiné le matin, le midi aussi, mais le soir, un peu trop léger. Et ils te disent, mais je comprends pas, j'ai un réveil à 3-4 heures du matin. Eh bien, c'est pour ces patients-là qui font chrononut, je leur dis, mettez une petite protéine légère le soir, et vous verrez que parfois, ça peut faire la différence, parce que vous allez lisser ce pic de glycémie et d'insuline, et donc vous aurez moins
cette hypoglycémie réactionnelle nocturne et donc ce besoin de produire du cortisol, et vous aurez peut-être moins ce réveil. Donc testez. Si je mange le soir, voilà, un plat de pâtes un peu trop cuit, parce que c'est pire pour la glycémie, Ouais. avec pas mal d'alcool, C'est le bon exemple. et que je me couche le soir et que j'arrive pas à dormir, eh ben c'est pas lié au stress, c'est lié à ce que j'ai mangé qui va m'empêcher de dormir. Exactement. C'est dingue. C'est incroyable. Hein. Oui. Donc et c'est sûr que on pense pas trop au lien entre l'alimentation et le sommeil, parce que si une fois ou deux, c'est pas parce qu'on on mange des pâtes, c'est pas pour ça qu'on va pas forcément bien dormir. Oui, d'accord, c'est la répétition. Donc tu as dit ce qu'il faut manger le soir si on veut bien dormir. Donc un peu de protéines. Et des glucides complexes. Éviter les sucres rapides. Et là tu dis, ce qui est aussi un autre point crucial de ton livre, là je relis mes notes parce que c'est tellement surprenant. On est suralimenté, mais sous-nourri. Ça, c'est vraiment... quand on comprend tout ce que... On en a déjà un peu parlé. On comprend, mais c'est quand même très paradoxal. C'est paradoxal. Et en quoi ça joue sur nos capacités à récupérer ? On en a déjà dit un petit mot. Hein, donc pas grave, mais on va répéter un petit coup parce que c'est la répétition et c'est que les répétitions que ça rentre. Hein. En fait, le problème, c'est que on est soumis à de nombreuses calories vides. On appelle ça les calories vides. Pourquoi ? Parce que c'est des aliments transformés, ultra transformés. Ils t'apportent beaucoup de calories, mais peu de micronutriments pour fonctionner. Donc en fait, voilà, tu as beaucoup de calories, hein, de sucre, etc., de graisses saturées, parfois transformées, mais tu as peu de micronutriments, zinc, sélénium, vitamines, etc., qui sont les micronutriments qui permettent à ton organisme de réellement fonctionner de façon fine. On a les macronutriments qui sont apportés, donc glucides, lipides, protéines, et tu as ces micronutriments. Donc, le problème de l'alimentation moderne, transformée, ultra transformée, c'est qu'on apporte ces calories vides. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on mange trop. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est suralimenté et sous-nourri. Est-ce que le fait que du coup, je manque de magnésium, de zinc, de fer, des vitamines du groupe B, peuvent expliquer que je sois fatigué ? Parce qu'on a parlé là des autres, mais est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact ? Tout à fait. Parce que pour produire la mélatonine, pour produire tous ces neurotransmetteurs, il y a un coût métabolique avec des réactions de méthylation, entre autres, qui vont faire intervenir un tas de micronutriments. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais tu vas avoir besoin de vitamine B9, par exemple, B6, B12, du zinc, du magnésium, du fer. Tous ces micronutriments sont indispensables pour avoir un bon sommeil. Ça, si les gens veulent, on n'a pas le temps ici, mais si les gens veulent comprendre le détail de chacune de chacun de ces micronutriments, oui. Dans ton livre, tu détailles bien le rôle de chacun, exact. Et comment faire pour se supplémenter et pour se micro-nourrir. Se micro-nourrir. C'est quoi la différence entre la nutrition et la micronutrition ? C'est pas encore... J'essaye d'être un avocat et essayer de faire comprendre aux gens l'importance de la micronutrition, mais c'est pas encore très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait un peu bizarre, micronutrition. Qu'est-ce que ça veut dire ? La nutrition, je comprends, mais c'est quoi la micronutrition ? La nutrition, c'est effectivement l'étude la nutrition, ça concerne les macronutriments, donc glucides, protéines, lipides, qui sont les sources de calories, d'énergie pour l'organisme. Voilà, ça, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent commencent à connaître. On a beaucoup communiqué dessus depuis 20 ans. Les micronutriments, c'est ce qui concerne les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, les acides aminés, les polyphénols, etc. Tout ceci n'ont pas de rôle énergétique, mais ils jouent des rôles indispensables dans la régulation fine de l'organisme. Voilà. Et donc, ils sont indispensables et tu les trouves dans la nourriture et tu peux faire un bilan pour vérifier si tu es carencé ou pas. Et c'est ça qui est complètement dingue aujourd'hui. On l'a dit, mais c'est dingue. Tu peux essayer de manger sainement, oui. Parce que tu as compris les règles de la nutrition. Donc, tu ne manges pas trop de sucre, tu fais attention à manger un peu de poisson. Ouais, un tiers de protéines, voilà. Un tiers de féculents et une moitié de légumes dans ton assiette. Et pourtant... Tu as des problèmes. Et ouais.
Et donc ça c'est vraiment... on t'a expliqué pourquoi, parce que voilà, les sols, la culture, etc. Ouais. Mais ça peut expliquer beaucoup de difficultés que peuvent rencontrer les gens dans la fatigue, dans l'épuisement. Il y a plein de gens, j'ai plein de patients qui essaient de faire bien et qui font bien et qui présentent quand même des carences micronutritionnelles. Quand on fait un bilan, on les met en exergue et on va cibler. Et parfois, ils me disent « mais je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut ». Bah oui, mais c'est la qualité nutritionnelle des aliments. Puis alors, parfois, il y a aussi des variations interindividuelles, il faut le dire. Au niveau de chaque personne, elle a des récepteurs différents. Et donc, tout le monde ne va pas absorber de la même manière tel et tel micronutriment. Donc, on peut avoir, pour des tas de raisons personnelles, biologiques, etc., avoir du mal à avoir certains micronutriments qui nous font défaut. Et là, même si on mange bien, on a besoin d'être supplémenté. Ouais, il y a même quand on est stressé, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, parfois on n'a pas assez de bile. Parce qu'on dit quand on est stressé, on se fait de la bile. C'est pas pour rien qu'on se le dit. D'ailleurs, quand tu vas passer un examen et que tu es très stressé, tu peux même avoir la nausée. Pourquoi ? Parce que tu sécrètes de la bile et cette bile, elle est anorexigène, elle coupe la faim. Mais le problème, c'est que quand on est un peu stressé de façon un peu chronique et qu'on fabrique de la bile comme ça, un peu de façon continue, je dirais, il se peut que quand tu vas avoir un repas plein de lipides, tu n'auras pas assez de bile pour pouvoir émulsifier les graisses. Du coup, tu vas te retrouver avec de la stéatorée, des sels grasses. Comment on sait qu'on a des sels grasses ? C'est des sels qui collent à la cuvette, qui flottent ou qui laissent une trace, où il faut beaucoup de papier pour s'essuyer le derrière aussi. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu n'absorbes pas bien les vitamines liposolubles. A, D, E, K, les oméga 3, les caroténoïdes. Donc moi, quand j'ai des patients, je fais un bilan et je vois que j'ai toutes les vitamines liposolubles qui sont basses, parfois les oméga 3 et même les caroténoïdes, tout de suite, je leur demande, mais effectivement, je vois qu'il y a tout ça réuni. Est-ce que vous n'avez pas un peu de stéatorée ? Je repose la question, tu vois. Et parfois, effectivement, ils ont des selles un peu grasses. Il y a une autre condition qui fait ça, c'est les patients cholésystectomisés. C'est ceux à qui on a coupé la vésicule biliaire. Eux, pareil, ils ont un écoulement de bile qui est un peu, on va dire, un peu continu, tu vois, constant. Et du coup, comme il est constant, le moment où ils ont besoin de plus de bile, ils n'en ont pas assez. Donc du coup, ça part dans les toilettes. Tu dis aussi que pour se reposer, il ne faut pas juste être tranquille, ne rien faire. Les bonnes vacances, ce n'est pas forcément s'allonger au bord de la plage, sur un transat. Mais tu dis même que c'est l'inverse. Bon, je pense que beaucoup de gens commencent à le connaître, à le savoir, mais si on veut se reposer, il faut bouger. Ouais, c'est un peu aussi... comment ça se fait ? La sédentarité tue, hein. On le sait, hein. On est trop sédentaire, on sait que la sédentarité est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., parce qu'elle provoque de l'inflammation, la fameuse inflammation de Bagra dont on parlait tout à l'heure. La sédentarité va engendrer l'inflammation. L'activité physique, elle est hyper importante, parce que quand tu fais de l'activité physique, tu vas générer la production de myokines, d'endorphines. Alors ça, les endorphines, c'est à un certain niveau, hein. Ceux qui font du sport très régulièrement, ils se mettent à sécréter de l'endorphine, et en fait, quelque part, ce sport devient pour eux une drogue, hein. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Il faut absolument qu'ils aillent courir, il faut absolument qu'ils aillent faire leurs 25 km en vélo, je ne sais quoi. Donc, c'est assez rigolo d'ailleurs. Donc, en fait, ces molécules-là vont avoir des rôles bénéfiques pour l'organisme. Tu vas être fatigué, mais tu auras une bonne fatigue. Ce qui fait qu'après, tu auras un sommeil réparateur profond. Donc, l'activité physique fait que tu vas avoir une meilleure récupération. En plus de faire du muscle. À quel moment il vaut mieux faire du sport pour réussir à bien dormir ? Alors, soit justement le matin, voilà, en début de journée, soit plutôt en fin de journée, mais pas trop tard le soir. On dit au minimum 2 à 3 heures avant l'heure du coucher. Parce que si tu fais le sport trop tard le soir, en fait, tu vas monter ton cortisol, tu montes ta température corporelle, tu mets ton organisme dans un état d'éveil, et ça ne va pas améliorer ton endormissement, ta qualité de sommeil. Donc, le conseil, pour passer un bon été, à 18h, on fait 1 heure de promenade, et après, on mange léger avec un peu de protéines, et on a plus de chances, en faisant ça, de réussir à recharger ses batteries et pouvoir passer un été récupérateur.
Et après, vous faites l'amour pour griller vos calories et bien dormir. T'as un médecin rassurant et encourageant. J'avais peur que tu sois juste ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Il faut encourager les choses qui se font. On a vu que les gens font moins l'amour à cause des téléphones. C'est clair. Donc, tu as dit le problème un peu de l'alcool. En vacances, on a tendance à boire un petit coup. Quel est l'impact réel du sommeil Quel est l'impact réel de l'alcool sur le sommeil? L'alcool, en fait, c'est catastrophique pour le sommeil parce qu'il va complètement désarçonner l'architecture du sommeil. C'est bien parce que de temps en temps, quand on boit, on s'endort bien. C'est plus facile. Des fois qu'on a du mal à dormir, on a bu un bon coup, on dort bien. Donc c'est trompeur. C'est très trompeur. Non. Parce que l'alcool, en fait, je te dis, il va déstabiliser ton architecture du sommeil. Qu'est-ce qu'il fait? Il diminue, il annihile ton sommeil paradoxal. Ce qui fait que du coup, le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui est très important. C'est une phase de sommeil où tu vas récupérer psychiquement. Donc, tu n'auras pas une bonne récupération psychique. Et en plus de ça, ça va parfois engendrer des réveils précoces. Donc, tu as un meilleur endormissement, mais tu te réveilles précocement et tu dors pas bien. Tu n'as pas l'impression d'être reposé. Tu vois. Donc, pareil, l'alcool, c'est OK. Alors déjà, 1, avec modération. 2, on ne prend pas de somnifère avec. Troisièmement, boire l'alcool 2 à 3 heures avant d'aller se coucher. Ça suffit si on prend 2-3 heures avant. Oui. Ça suffit à réguler les choses. C'est mieux. Tu as mentionné le danger des somnifères. Oui. Pourquoi les somnifères, c'est un peu aussi contre-intuitif, ne vont pas vraiment dormir? C'est un peu comme l'alcool. Un peu. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aussi... donner l'illusion de dormir, mais détruire l'architecture du sommeil. L'architecture du sommeil, exactement. Donc en fait, tu n'auras pas des bonnes phases de sommeil. En fait, tu ne vas pas avoir un sommeil assez récupérateur. Donc certes, tu vas t'endormir, mais tu n'auras pas un sommeil vraiment récupérateur. Et alors, il y a un débat qui a eu lieu avec le fait que les somnifères pouvaient être pourvoyeurs de maladies d'Alzheimer. Mais il y a des études récentes qui contredisent un peu cette thèse en disant que oui, mais l'anxiété et les troubles du sommeil, c'est des signes précoces de maladie d'Alzheimer. Alors, qui est l'œuf, qui est la poule, on ne sait pas vraiment. Donc, je préfère être prudent sur ce sujet-là et ne pas me prononcer. Donc ça, il y aura des études qui vont le déterminer plus tard. Mais en tous les cas, ce qui est mauvais avec ces somnifères, ça peut être utile dans certains cas, pris de façon aiguë, etc., avec un accompagnement par un médecin. Mais il ne faut pas les garder de façon chronique, parce que c'est là qu'on commence à rentrer dans les problèmes, avec l'accoutumance, avec la dépendance, le risque de chute chez le sujet âgé, etc. Si tu devais donner à tous ceux qui nous écoutent un programme très simple pour les 15 jours d'été, les 15 jours de vacances, quelque chose qui soit vraiment faisable et qui change les choses. Ouais. Comme ça, que ça fera un bon résumé de ce qu'on a vu dans notre dialogue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, premièrement, se mettre des rythmes. Se coucher à une certaine heure et surtout se lever à heure fixe le matin. Essayez de se mettre des rythmes parce que le cerveau, il aime ça. Il aime qu'on lui mette des rythmes et il sait s'orienter. C'est pas parce qu'une fois, on l'a dit, c'est pas parce qu'une fois vous avez dérogé à la règle que ça va foutre en l'air tout le reste. Je vous rassure. Mais notre cerveau a besoin de prévisibilité et donc un peu de prévisibilité, ça peut nous aider à nous apaiser, à nous rassurer, à être moins angoissés, à récupérer. Deuxièmement, vous exposez à la lumière du matin. C'est hyper important, on l'a vu. Ça permet de recadrer votre horloge biologique. Deuxièmement, la lumière naturelle. Au moins, 10-20 minutes le matin. Troisièmement, la chrononutrition. Je pense que c'est hyper important. Voilà, on se lève, ok, on s'est mis à la lumière, hop, on fait un repas protéiné. Les protéines qu'on va manger, déjà, vous allez mieux tenir la journée, parce que vous allez apporter les micronutriments dont votre cerveau a besoin à ce moment-là pour produire la dopamine, noradrénaline, les catécholamines qui font que vous êtes plein d'énergie. Et j'ai dit tout à l'heure, quand on mange protéiné le matin, on apporte aussi du tryptophane qui, le soir, servira à produire la sérotonine et la mélatonine. Et quand tu veux pas manger le matin, quand tu manges pas le matin, t'aimes pas ça, t'as pas pris l'habitude, t'as pas envie. Mais les vacances, on est dans les vacances, tu m'as dit dans les 15 derniers jours. Ouais. Eh ben, faut prendre l'habitude. Si on n'a pas...
Non, je pense. Si t'as pas envie. Si on n'a pas envie. Bah, si t'as pas envie, qu'est-ce que je te dise? Bah, ne mange pas. Est-ce que c'est vraiment indispensable que de manger au petit déjeuner? C'est très recommandé. C'est très recommandé. Donc, moi, je pense que c'est bien de profiter des vacances pour le faire. On a le temps, on n'est pas dans le rush de dire « Ah là, faut que j'aille vite au boulot. 2 œufs dans une poêle, clac, ça fait 2 œufs au plat, ça prend 5 minutes, montre en main. » C'est pas très compliqué quand même. Donc, le petit déjeuner, il faut dire au revoir au pain confiture. Ah, ça, c'est... Sauf si tu as envie... Bon, bref. Non, mais de temps en temps, c'est OK. Mais alors, ou alors, non. Tu vas la mettre, ton pain et ta confiture, tu vas le mettre après. Tu vas faire les timings. Tu vas commencer par les protéines et puis tu mettras la petite touche sucrée à la fin. Ça me gêne moins dans ce cas-là. 4e point, on éteint les écrans. Ça, on l'a dit, c'est tue l'amour, les écrans le soir. Donc, on enlève la lumière bleue ou au pire, on les passe en mode nuit, quoi. Mais voilà. 5e point, je dirais faire de l'activité physique. On l'a dit, l'activité physique, c'est hyper important. Les études disent au moins 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Ça, c'est l'idéal. Après, en vacances, si vous arrivez à faire une petite marche quotidienne tous les jours, soit le matin, soit le soir à 18h, vous sortez, comme ça, on est en fin de journée, c'est cool, on rentre, on dîne pas trop tard, on essaie de se coucher pas trop tard. Voilà, donc ça, c'est le top du top, comme ça, on se met des rythmes. Et 6e point, je dirais, et ça, c'est un peu moins connu, aérer vos intérieurs. C'est vachement important. Les intérieurs sont plus pollués souvent que l'extérieur. Ça, c'est pas très connu. Pourtant, c'est vrai, l'intérieur des maisons est très pollué. Donc, il faut aérer 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes également le soir. En plus, ça permet de diminuer la température de la chambre le soir. Et donc, ça va favoriser un meilleur endormissement. Si j'ai bien compris, pour résumer, le repos, ça s'apprend. Oui, le repos, ça s'apprend. C'est pas un mécanisme passif, comme on l'a dit tout à l'heure, où on va, comme si on attendait que le corps il allait se reposer, récupérer tout seul. C'est des mécanismes actifs qui reposent d'ailleurs sur des mécanismes qu'on peut identifier, qu'on peut aussi traiter du coup. Et si on n'essaye pas de changer un peu ces signaux, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'alimentation, le mouvement, les rythmes, la lumière, eh ben, vous n'aurez pas de changement, vous n'allez pas réussir vraiment à récupérer. Donc, bon, ce n'est pas des injonctions que je donne là, il ne faut pas le voir comme une contrainte, c'est plus une modification un peu de son mode de vie. Qui vient de la compréhension, parce qu'au fond, quand on comprend comment ça fonctionne, ouais, c'est ça. C'est du bon sens. Quand on comprend, c'est plus facile, et je crois que c'est ça aussi, je renvoie à ton livre, l'avantage c'est quand on comprend tous ces mécanismes-là, on les intègre naturellement, voilà, et on comprend que faire tel truc nous fait du mal. Tout à fait, c'est comme les timings quand on mange, et je voulais juste dire que pour ne pas angoisser les gens, justement, si vous avez un peu de mal à appliquer tous ces principes-là, mais commencez par des choses simples. Déjà, vous mettre un rythme, voilà, essayez de vous lever toujours à la même heure, de vous exposer à la lumière, et essayez de manger un peu protéiné le matin. Essayez juste ça, et vous verrez déjà l'impact sur votre récupération, sur votre fatigue. Merci beaucoup, merci docteur. Bonnes vacances. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue, c'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange, et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.